Cette histoire contient de la violence, de la dépravation et à peu près tous les tabous auxquels vous pouvez penser. C'est juste de la dépravation. Il n'y a aucun humour là-dedans, et c'est peut-être un peu trop, même pour moi. Je voulais que ce soit vraiment terrifiant. Je ne voulais pas, je l'ai dit plus tôt lors du panel, je n'ai jamais voulu que Cross soit quelque chose qu'on puisse édulcorer ou alléger. Tu te souviens de YouTube? Ce sont les premiers mots de la série de bande dessinée Crossed. Peu après, un homme ensanglanté entre dans un dîner avec une main coupée qu'il pose sur le comptoir. L'homme qui gère le dîner pense que c'est une sorte de blague et essaie de le mettre dehors. Mais lorsque l'homme mord le cou du gérant, tout le dîner comprend que ce n'est absolument pas une blague. Ils vont bientôt affronter une réalité difficile. La raison pour laquelle notre personnage principal, Stan, se souvient de YouTube, c'est parce que c'est une relique du monde dans lequel il vit, et cela lui rappelle une époque plus simple. Dehors, explosions, tirs et combats. Les rues sont remplies de personnes infectées, et la fin du monde approche à grande vitesse. C'est une histoire qui a tout d'une apocalypse zombie, mais dès les premières cases, on commence à remarquer que quelque chose cloche. Les infectés paraissent conscients de leurs actes. On découvre vite qu'ils peuvent parler, conduire et manier des armes. Un infecté pilote un avion, montrant des compétences, souvenirs et motivations. Cross n'est pas une apocalypse zombie, mais une apocalypse humaine. L'infection ne les transforme pas en zombies, sans cervelle qui essaie lentement de mordre les gens. En réalité, cela stimule davantage leur esprit en activant une zone du cerveau normalement inactive. La part qui les pousse à suivre leurs pires pensées. Une personne infectée ne se soucie pas d'elle-même, elle ne pense qu'à infliger le maximum de douleur possible. Ils savent qu'en sang qui était leur famille et leurs amis, et ils vont souvent les chercher activement pour les torturer et finir par les transformer en l'un des leurs. Contrairement aux zombies ayant un seul but, les croisés poursuivent chacun des objectifs, victimes, ambitions et méthodes de mise à mort différents. Leur seul point commun est une cicatrice en croix et un large sourire sur le visage. C'est l'un des univers les plus sombres jamais mis sur papier. Le concept à lui seul est digne d'un cauchemar, et aujourd'hui nous allons parcourir la série originale Cross, illustrée par Jason Burrows et écrite par Garth Ennis, co-créateur de bandes dessinées comme Preacher et The Boys. Si vous connaissez ces séries, alors vous savez qu'il ne retient pas ses coups quand il s'agit de contenus violents et extrêmes, mais là c'est carrément un autre niveau. Il y a 9 numéros, ainsi que l'introduction dont nous venons de parler. En parlant de ces numéros, nous allons comprendre comment ces personnages naviguent dans un monde aussi sombre, comment les Crossed se distinguent de tous les autres personnages infectés de fiction, et pourquoi cette série a acquis la réputation sulfureuse qu'elle a aujourd'hui. 10 mois après l'introduction, un groupe de survivants à la première vague de l'épidémie est présenté. Ils se sont retranchés dans une grotte où ils ont trouvé refuge, mais il était clair, à travers de nombreux dialogues, que ce n'est pas une résidence permanente. Le groupe se déplace furtivement, faisant tout pour éviter les contaminés. L'une des premières interactions que nous voyons est avec un personnage nommé Joel, assis à côté de sa femme et de sa fille. Il parle d'un sujet un peu étrange, le sel. Il raconte qu'un jour, il fuyait l'un des contaminés dans un magasin voisin, quand tout à coup, ils ont trébuché et sont tombés dans un tas de sel. Le contaminé est devenu encore plus fou, et Joel a saisi un sac de sel avant de fuir le magasin. Il pense que c'est la réponse. Le sel est leur faiblesse et peut les tuer en cas d'exposition. Le groupe est évidemment sceptique à ce sujet, et Stan, qui ne semble pas vraiment apprécier Joel, le confronte. Ils se disputent, la conversation s'épuise, puis un flashback montre le jour de l'épidémie. On voit Stan, qui est accompagné de Thomas et Kelly. Kelly est devenue aveugle à cause des infectés, et tous trois semblent en grand danger. Attaqués par une croix, ils sont sauvés par Cindy et son fils Patrick. Depuis lors, Cindy est devenue la chef de facto de ce groupe. Elle est clairement la plus compétente, sans elle les survivants n'auraient probablement pas tenu aussi longtemps. Le groupe quitte la grotte en entendant un bruit lointain. Leur crainte se confirme. C'est la croix. Le groupe s'enfuit, mais Amy, la femme de Joel, se tord la cheville en fuyant. Elle supplie Joel de fuir avec leur fille, mais il refuse. Il trace un cercle de sel autour de sa famille, espérant que ce soit leur faiblesse. Malheureusement, c'est peine perdue, et dans la scène suivante, les infectés franchissent la ligne de sel et attaquent dans la famille de Joel. La scène suivante est tellement violente que je ne peux même pas vous la montrer, mais on y voit Amy crier sur Joel avec colère. Elle ignore les infectés et leur action.
utilisant ces derniers mots pour maudire son mari, ce qui est très sombre. Stan envisage d'utiliser ses jumelles pour regarder derrière, mais averti, il suit le conseil de s'en abstenir. Ce premier numéro montre que tout peut arriver, que personne n'est en sécurité, et que c'est vraiment un monde cruel. Le deuxième numéro débute et le groupe se cache dans la cave d'une vieille maison abandonnée. Il parle à un survivant, Randall, qui affirme que New York est sous l'eau, que le Texas a été envahi et que l'armée canadienne a tenté de réagir, mais a échoué. Leur meilleure option reste l'Alaska, mais le vrai défi est de trouver un passage sûr à la frontière. Randall informe également le groupe qu'il a vu les infectés récemment et qu'ils ont fait quelque chose d'étrange. Il a dit les avoir vus sortir d'une voiture et attaquer l'un des leurs. La victime riait et semblait s'amuser, et Randall pense qu'ils ont tant de mal en eux que s'ils ne peuvent pas l'extérioriser en tuant des humains, ils finiront par tuer les leurs. C'est une pensée sombre, vite interrompue par Cindy qui annonce qu'ils doivent partir. Un autre survivant, Jeff, a compromis leur couverture en tentant d'enterrer les ossements des anciens propriétaires dans le jardin. Il voulait faire cela par respect, mais ce petit geste d'humanité a très probablement alerté les Cross sur leur position, et ils doivent sortir par l'arrière de la maison pour s'échapper. Malheureusement, pendant ce temps, Randall s'est blessé à l'épaule par les Cross. Ils s'échappent de justesse et installent un campement dans les bois voisins où ils soignent Randall, qui est mal en point malgré le fait que la balle ait traversé son épaule proprement. En quelques heures, il est tombé dans une sorte de coma, ce qui est étrange vu la nature de sa blessure. Cindy et Stan montent sur une colline pour observer la croix avec leurs jumelles. Ils remarquent qu'ils font quelque chose d'assez étrange. Je vais vous épargner certains détails ici, mais ils sont debout en cercle, jouant à une sorte de jeu. En regardant cela, Cindy et Stan se rendent compte que la croix avait infecté les balles, les mêmes balles qu'ils ont utilisées pour tirer sur Randall. Ils courent au camp pour prévenir les autres, mais c'est trop tard. Randall est devenu infecté et poursuit Kelly dans les bois. Juste avant qu'ils l'atteignent, Cindy tire sur Randall et le groupe doit vite quitter la forêt. Il est évident que les infectés deviennent plus intelligents. Ils deviennent encore plus agressifs, et ils sont prêts à tout pour nourrir cette agressivité. Dans le numéro 3, le groupe est sur une place entouré par les infectés. Tout à coup, les infectés sont distraits par quelque chose et ils commencent à quitter la place de la ville. Le groupe choisit sagement de faire pareil. À ce moment, Scott, un survivant, voit une boîte de haricots au sol et se précipite pour la prendre. Il tombe dans un piège à ours. Ses cris cessent après un tir. Il est tué. Le groupe voit quelqu'un sur un toit voisin et lui tire dessus. Il s'effondre, proche de mourir, lorsqu'un autre groupe s'avance vers le tireur blessé. Ce groupe réunit uniquement des enfants et la personne au sol dit avoir été leur institutrice de maternelle. L'épidémie a commencé alors qu'ils étaient à l'école et elle s'occupe d'eux depuis. Elle a tué Scott parce qu'il allait alerter la croix avec ses cris et qu'elle ne pouvait pas prendre ce risque. Elle affirme aussi qu'elle ne devrait pas attaquer un si grand groupe, mais que les enfants ont très faim, ce qui est assez curieux. Les enfants demandent à Stan et son groupe de rester éloignés, ce qui a mené à une suite d'événements malheureux, plaçant le groupe dans une situation difficile. Ils reviennent au camp où Mademoiselle Cook, l'institutrice, meurt. Elle dit avoir appris aux enfants à survivre en tuant et mangeant d'autres personnes, la seule façon de s'en sortir. Elle supplie Cindy et les autres de ne pas blâmer les enfants et le groupe doit prendre une décision très difficile. C'est un groupe d'enfants cannibales sans chef. Ils n'ont pas les moyens d'emmener les enfants et survivront difficilement plus d'un mois sans Mademoiselle Cook. Certains membres du groupe n'apprécient pas le cours de la discussion, mais d'autres comprennent. Cela dure depuis près d'un an. Ils ont vu le monde tel qu'il est vraiment. On a un flashback où l'on voit le groupe fixer une autoroute complètement détruite, et rien qu'en regardant cette image, on comprend qu'un groupe d'enfants ne survivra pas seul dans ce monde. Cindy prend la décision finale, et pendant que le groupe attend dehors, elle entre dans leur camp pour faire ce que les autres ne peuvent pas. Stan décide qu'elle ne devrait pas faire ça seule, et il entre dans le camp pour l'aider. Certaines personnes pourraient penser qu'ils épargnent à ces enfants un monde extrêmement dur, tandis que d'autres pourraient les considérer comme des tueurs de sang-froid. C'est justement ce qui rend cet univers intéressant. D'autres mondes post-apocalyptiques ont déjà abordé ce problème, mais il est rare de voir une résolution aussi rapide, calculée et froide. Ce n'est que le 3e numéro, mais une telle décision est déjà compréhensible. Dans ce monde, la situation de Cindy et Stan est bien plus complexe, et leur logique peut se comprendre, alors qu'ailleurs, on les verrait comme des monstres.
Dans la dernière case, Cindy dit à Stan qu'elle apprécie son geste, puis l'épisode se termine. Dans le 4e numéro, le groupe prépare un voyage dans un vieil immeuble. Cindy et Stan évoquent leurs actions et constatent qu'ils ne sont sans doute pas très populaires dans le groupe actuellement. Ils montent sur le toit pour surveiller et aperçoivent un contaminé au nom intrigant. Il semble diriger un groupe d'infectés étonnamment organisé. Nous les voyons planifier, se contenir et obéir à leur chef. Nous savons que les croisés ont évolué, mais ce groupe paraît le plus intelligent et organisé vu à ce jour, ce que Cindy n'apprécie pas, d'autant plus que les survivants doivent traverser un pont en pleine ville. Malgré leurs inquiétudes, ils décident de s'éclipser au milieu de la nuit et tentent avant de traverser le pont. Ils doivent traverser une planche métallique car le pont est découpé, tandis que les croisés commencent à s'approcher. Ils réalisent donc que le groupe d'infectés utilise l'un des leurs comme moyen de trouver des survivants. Ils l'appellent Stump, un nom approprié étant donné qu'ils lui ont coupé la langue et crevé les yeux pour qu'il puisse utiliser ses grandes oreilles afin d'entendre d'éventuels survivants à proximité. Ils retrouvent alors le groupe de Cindy et Stan, confirmant leur organisation et leur cruauté soupçonnée. Alors qu'ils essaient de traverser le pont, l'une des survivantes, Sheena, tombe et reste suspendue sur le côté du pont pendant que les Crossed s'approchent d'elle. À ce moment, Sheena choisit de se laisser tomber pour mourir, préférant cela à l'infection. Le groupe de Crossed arrive de l'autre côté du pont et commence à dire à Cindy et Stan qu'ils vont les attraper. C'est probablement le dernier groupe que vous voudriez avoir à vos trousses dans une situation comme celle-ci. Un groupe motivé avec un vrai chef, un outil pour localiser tous les survivants proches et réellement capable de s'organiser et planifier. C'est exactement ce qui s'est passé. Malheureusement pour les survivants, ce groupe de contaminés réapparaîtra. Nous sommes sur le point d'atteindre la moitié de l'histoire et le groupe se trouve dans les Rocheuses en plein hiver. Le 5e numéro fait peu progresser l'histoire, mais apporte des nouvelles sur les activités actuelles du groupe. Jeff, déjà mentionné, et un autre survivant nommé Kittrick sont à bout de force. Le groupe craint qu'ils ne s'en sortent pas, et il y a des discussions sur la possibilité de les manger s'ils viennent à mourir. Ils en parlent très désinvoltement, ce qui est à la fois troublant et un peu comique. Ils traitent le sujet avec légèreté. Nous voyons un flashback où Thomas et Stan ont une conversation honnête, et on peut voir qu'ils sont proches depuis le début. Ensuite, Stan va voir Cindy, pendant que Cindy et Patrick observent calmement des loups. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, Stan se demande s'il n'y a pas eu quelque chose de bon qui en est ressorti. Il y a moins de croix que jamais auparavant, il y a moins de gens que jamais auparavant, et la nature est en train d'être reprise par la végétation et les animaux. Bien sûr, ce n'est qu'une pensée fugace, mais c'en est une agréable qui offre à Stan un moment de paix. Le numéro 6 commence et on peut dire que tous les moments de calme sont terminés. Le groupe attend blotti près d'une route voisine que des crosses passent devant eux. Une autre personne infectée marche derrière ces crosses et il la tue, renforçant encore l'idée qu'ils se retournent parfois les uns contre les autres s'il n'y a pas d'humain à tuer. Après que l'infecté ait été tué, son corps tombe juste devant Stan, qui est un peu choqué. Après le départ des crosses, Brett, un nouveau personnage, se moque de Stan pour sa peur. Stan le décrit comme le plus gros connard qu'il ait jamais rencontré, mais il avait une grosse réserve de nourriture et d'équipements dont le groupe avait besoin, et tout ce qu'il voulait, c'était accompagner le reste de la bande. Jeff et Kittrick semblent aller beaucoup mieux. On apprend que Jeff s'est rétabli en premier, puis il a aidé Kittrick à sortir de sa déprime en le nourrissant et en le gardant au chaud. Nous découvrons aussi l'histoire de Kittrick, dont la famille a péri sous la croix. Il a réussi à s'échapper. Depuis ce jour, il a à peine parlé et semblait ne pas sortir de cet épisode dépressif dans les Rocheuses, donc que Jeff ait pu l'aider en dit long. Ensuite, le groupe débat sur comment aller en Alaska et choisit de traverser le désert du Nevada pour éviter la frontière. Stan sort et aperçoit un chien non infecté. Il dit qu'il n'emmènera pas le chien, puis le prend tout de suite avec lui. Plus tard, le groupe est assis autour d'un feu de camp et Jeff commence à parler de combien tout cela est agréable. Il s'ouvre expliquant sa solitude et son manque d'intégration avec les autres. Il évoque ses anciennes pensées sombres et le groupe l'écoute avec beaucoup de compassion. Il raconte qu'il attirait autrefois de jeunes hommes et femmes chez lui, les tuait puis les enterrait sous son sous-sol. Le groupe est stupéfait. Il reste silencieux pendant quelques secondes. Cindy dit à Patrick de se mettre derrière elle et le groupe commence à reculer de quelques pas. Jeff leur demande de comprendre que tout cela essayait du passé et qu'il ne leur ferait aucun mal. Ce sont ses seuls amis, et il ne leur a dit cela que par confiance. Seul Kittrick prend la parole.
Il dit à Jeff que tout ira bien. Tous les deux partent se promener dans les bois ensemble, et seul Kittrick revient. Quelques jours après, ils partent vers le Nevada avec une personne en moins. Le 7e numéro commence et immédiatement, nous voyons des visages familiers. Le groupe venu de la ville a tenu parole et a suivi l'autre jusqu'au Nevada. Pendant les 2 jours suivants, le groupe traverse rapidement le désert, ne dormant que quelques heures. Ils distancent d'abord les infectés, mais en traversant une rivière, Kittrick est blessé au bras. Le groupe de croisés les a retrouvés, et pendant que les survivants essaient de se défendre, le fils de Cindy, Patrick, tombe dans la rivière et est emporté par le courant. Ils survivent à l'attaque, mais Cindy ne pense qu'à son fils, qu'il croit d'abord vivant. À ce moment, ils entendent les croisés sur leur talkie-walkie. Stan a dû le perdre lors de la fusillade, et les infectés s'en servent pour faire croire au groupe qu'ils détiennent Patrick. Cindy court en arrière vers leur position, tandis que Kittrick demande aux croisés de joindre Patrick à la radio. Ils répondent en disant qu'ils ont maintenant tué Patrick, mais le groupe sait qu'ils bluffent, et qu'ils essayaient très probablement simplement d'attirer Cindy vers eux. À ce moment-là, le groupe voit plusieurs infectés sortir de la rivière. On ignore si ce sont des traînards du groupe principal ou d'un autre groupe, mais le groupe s'en fiche. Fatigués de fuir, ils décident de les affronter. Les infectés n'ont pas d'armes, donc Cindy et les autres arrivent à les éliminer assez facilement. Elle aperçoit au loin quelqu'un, apparemment Patrick. Il lui tourne le dos alors qu'elle court vers lui, mais en se retournant, la plus grande peur de Cindy se réalise. Patrick, infecté, prononce une grossièreté avant que Cindy ne lui tire dessus sans hésiter. Elle sait ce qu'elle doit faire, puis fixe le vide au loin pendant plusieurs minutes. Les Crust utilisent à nouveau le talkie-walkie. Cette fois, ils ne disent rien. Ils font juste rire. Le groupe croyait avoir déjoué leur bluff, mais c'était en fait un plan pour forcer Cindy à considérer son fils comme l'un des leurs. Nous savons que ce groupe de Crust est capable de planifier des choses, mais nous ne savions pas à quel point. Nous savons ce qui attend le groupe, et après la perte de Patrick, la bataille sera particulièrement difficile. Nous en sommes maintenant à l'avant-dernier numéro, et il va sans dire que l'ambiance est très sombre. La pluie tombe à verse. Cindy parle à peine depuis qu'elle a perdu Patrick, et le groupe a besoin d'un endroit où rester. Ils trouvent un vieil hélicoptère militaire et décident d'y passer la nuit. Brett énerve toujours Stan. Ils se disputent à propos de Cindy, et Brett insinue que Stan est seulement contrarié parce qu'elle ne veut pas coucher avec lui. Les deux sont sur le point de se battre à cause de ça, mais Kittrick les sépare. Plus tard, Stan découvre le journal du capitaine de l'équipage, révélant une histoire troublante. Le capitaine raconte comment on lui a confié une mission compliquée. Son travail consistait à transporter un groupe de spécialistes du nucléaire vers 2 réacteurs différents où il devait en s'assurer que les réacteurs étaient totalement inutilisables pour quiconque tenterait de les utiliser. Il devait ensuite les emmener dans le désert. On ne leur avait pas dit pourquoi ils étaient nécessaires, mais ils ont été amenés dans le désert pour être exécutés. La logique était que s'ils savaient manipuler des armes nucléaires dans leur vie passée, ils sauraient ainsi toujours le faire s'ils étaient infectés, alors plutôt que de prendre ce risque, ils ont été tués. Il est probable que cela ait été fait à la plupart des spécialistes nucléaires en Amérique, et c'est pourquoi il reste encore une certaine apparence de monde. La mission pèse sur le capitaine, qui sait qu'elle est celle nécessaire mais en éprouve des regrets. Le moteur de l'hélicoptère a été arraché par une tempête et l'appareil a atterri au hasard dans une zone désertique, là où Stan lit ce journal. Le capitaine s'est cassé les jambes et a demandé à l'équipage de continuer sans lui, ce qu'ils ont accepté à contre-cœur. Stan termine la lecture du journal et le lendemain, la tempête s'est dissipée. Le groupe voyage quelques jours, Cindy restant totalement silencieuse. En campant, le chien de Stan agace Brett qui lui donne un coup de pied. Stan lui dit d'arrêter mais il recommence et, sans dire un mot, Stan se lève et tire sur Brett le tuant sur le coup. Personne ne dit rien. Tout le groupe, pas seulement Cindy, garde désormais le silence en continuant leur chemin. Finalement, Stan trouve le courage de parler à Cindy et il lui dit qu'elle devrait retourner là où Patrick se trouve et l'enterrer. D'abord, elle refuse, mais Stan insiste, disant qu'il sent qu'ils perdent leur humanité. Ils se distinguent des croix par leur empathie et leur capacité à ressentir tristesse et regret. Pourtant, Stan peut désormais tuer impulsivement et craint qu'en arrivant en Alaska, il ne reste rien d'eux. Ils ne seront plus que des coquilles vides, avec peu d'humanité à préserver. Cindy est convaincue et ils décident de faire demi-tour. Kittrick, Kelly et Thomas avancent, tandis que Stan leur suggère plusieurs arrêts pour éventuellement se retrouver. Malheureusement, la dernière chose que Stan dit est que ce n'était pas la dernière fois qu'il a vu Thomas, mais c'est ainsi qu'il aime se souvenir de lui.
Le dernier numéro débute, Stan et Cindy sont de retour, sains et saufs, auprès de Patrick. Cindy enterre son fils, fondant en larmes pendant qu'elle lui dit au revoir. C'est un rare moment d'émotion de sa part, sans doute contenu depuis un moment. Ensuite, ils se retrouvent dans une église et discutent de ce qu'ils ont dû faire pour y arriver. Cindy pense qu'ils ont bien fait. Dans la case suivante, il y a Kittrick, Kelly et Thomas. Ils marchent dans les bois, sans avoir repris contact avec Stan et Cindy. Kittrick arrête les deux autres pour leur annoncer une mauvaise nouvelle. Le groupe de cross qui les suit depuis des mois est encore derrière eux. Kittrick dit aux deux autres de continuer sans lui. Il ne veut plus vivre et il veut mourir en se battant. Il s'agenouille au milieu d'un champ et attend que les cross le voient. Quand il le voit, il commence à leur tirer dessus, mais il ne faut pas longtemps avant qu'il ne le rattrape. Un cross tente d'infecter Kittrick, mais leur chef l'arrête et propose de poursuivre les autres. Encore un moment de retenue que les autres cross n'ont généralement pas. Kelly et Thomas traversent les bois, mais alors qu'ils croient être sauvés, les cross les submergent. Tous deux sont projetés au sol, et le chef s'apprête à infecter Kelly quand Thomas lui saute dessus et lui mord le cou, le tuant de façon atroce et appropriée. Sous la direction de Thomas, Kelly tire alors sur Stump et le tue, l'outil que les cross utilisaient pour traquer les autres survivants. Malgré son courage, Thomas est maintenant infecté, mais Kelly ne le sait pas. Elle lui ordonne de tirer et de fuir les autres cross qui les encerclent. Thomas sait qu'il ne lui reste que quelques minutes avant de devenir l'un d'eux. S'il abandonne Kelly, elle sera aussi transformée en cross. Il lui prend la main, promet de ne jamais la quitter, puis ils sautent ensemble d'une falaise voisine. Nous avons vu de nombreux morts dans cette histoire, mais celle-ci est sans doute la plus noble. Thomas a réussi à tuer à lui seul le plus puissant des contaminés que nous ayons vus jusqu'à présent, et Kelly a réussi à éliminer leur outil le plus précieux. Surtout, Thomas a respecté sa promesse à Kelly et est resté avec elle jusqu'à la fin. Cindy et Stan, proches, ont entendu le vacarme causé par Kittrick, et Cindy a vu ce qui est arrivé à Thomas et Kelly avec ses jumelles. Stan, résigné, suggère d'attendre 1 ou 2 jours avant de passer la croix, mais Cindy pense autrement. Elle pense qu'ils devraient eux les attaquer pendant qu'ils sont affaiblis. Leur chef et ses partis, ils sont désorganisés, mais après avoir côtoyé la croix la plus intelligente que nous ayons vue, ils ont sans doute acquis des informations précieuses pouvant les rendre plus dangereux que les infectés habituels s'ils les partagent. La logique de Cindy ressemble à celle vue plus tôt dans la bande dessinée, quand le capitaine a éliminé les spécialistes nucléaires pour leur savoir, mais ici les rôles sont inversés. Stan n'aime pas l'idée au début, mais il s'y fait et avec l'autre, ils prennent leurs armes et s'installent sur une colline voisine. Nous les avons déjà vus dans cette position. D'ailleurs, la première case du tout premier numéro y ressemble beaucoup. Désormais, ils ne cherchent plus à éviter ni à fuir, montrant ainsi leur changement d'état d'esprit. Ils ne veulent pas vivre dans un monde où ils se cachent constamment et ils veulent aller les affronter, ce qu'ils font exactement. Ils leur tirent short dessus à distance, les éliminant un par un, et pendant que cela se passe, Stan a une révélation. Il dit ceci, il n'y avait pas de grand secret concernant les croisés. Je n'en avais jamais vu un faire quelque chose qu'un être humain ne pourrait pas imaginer faire, n'avait pas pensé à faire, n'avait pas déjà fait. Ils étaient tous les aspects terribles de l'humanité, amplifiés 100 000 fois, mais rien de plus. D'où venaient-ils ? Nous, ils incarnaient chaque brute, sadique, bourreau, tortionnaire, purificateur ethnique, tueur en série, fanatique, tyran, assassin sacré, terroriste, poseur de bombes, criminel au pouvoir, parent cruel, et tout ce que femmes et hommes doivent affronter comme mal et avilissement, les traces laissées sur nos âmes. Pendant cette révélation, Cindy et Stan tuent chacun des contaminés. Ils marchent jusqu'au sommet d'une autre colline, apercevant la nature sauvage de l'Alaska au loin. Ils ignorent encore leur destination ou la justesse de leur chemin, mais ils savent qu'à l'arrivée, il leur restera une part d'humanité, ce qui les distingue des contaminés. Dernière case. Cindy tient la main de Stan alors qu'ils avancent vers l'inconnu, l'histoire se termine. Difficile d'appeler cela une fin heureuse. Seuls Stan et Cindy ont survécu du groupe d'origine. Certains sont morts en héros, mais la plupart sont morts de façon horrible et cruelle. Mais malgré toutes les épreuves, le carnage et les horreurs auxquelles nous avons été exposés, il nous reste un unique moment d'espoir. 2 personnes continuant main dans la main pour survivre un jour de plus. Crost est sans doute le monde le plus brutal dont nous ayons parlé, qui peut sembler à beaucoup n'être qu'un flot continu de torture et de carnage. Derrière la dépravation se cache un rappel brutal. Ce qui distingue les Cross des survivants, c'est leur empathie, leur lien et l'amour qu'ils éprouvent entre eux.
On voit souvent cette humanité disparaître dans l'histoire, mais finalement Stan et Cindy y résistent au lieu de céder. Ils auraient pu céder à leurs pensées sombres et ont parfois montré des signes, mais prendre conscience de leurs regrets et de leur humanité leur a donné le courage de résister et de continuer à vivre. Encore une fois, ce n'est pas une fin heureuse, mais c'est une fin quelque peu porteuse d'espoir, et dans un monde aussi sombre, un mince filet d'espoir est tout ce que l'on peut vraiment demander. Et dans le cas de nos 2 derniers survivants, cela pourrait bien suffire.